c'est pas un gros livre. Une vingtaine d'histoires. Une vingtaine d'histoires. Quelqu'un qui ne sait rien de la Grèce, rien. Des histoires plus de 7, 8, 10 pages maximum, ce sont des nouvelles. Voilà. Et il raconte. Un autre livre qui nous a beaucoup inspiré, c'est celui de Joël Cornette qui s'appelle Versailles, le pouvoir de la pierre, où à travers Versailles, on comprend ce qu'a été le siècle de Louis XIV et ce qu'a été le pouvoir de Louis XIV. Donc, c'est l'idée qui nous a guidés. Et à partir de là, donc, on a voulu introduire cette livre pour permettre aux professeurs de raconter et pour permettre aux élèves d'être capables de raconter. Si vous regardez les profs de collège, le mot raconter figure à tous les étages. Raconter, expliquer, raconter. Et finalement, au lycée, c'est une démarche qui est... On parle de démarche multiple depuis les années 45-46, dans le secondaire, ça existait bien avant dans le primaire. Mais on a franchi une étape dans cette démarche multiple et on a voulu faire la même chose au lycée avec aussi des études. Au lieu de raconter en détail toutes les crises de la guerre froide, vous prenez 3 choses que vous racontez précisément, en racontant aussi, bien sûr, on est obligé de le mettre en perspective. Berlin, on va commencer la guerre froide, où elle s'est terminée, un lieu. La crise de Cuba, maintenant, quand on parle de la crise de Cuba, il faut faire un petit peu un point sur l'état des forces nucléaires en présence à ce moment-là, et puis sur la suite, la coexistence, qu'on appelle la coexistence pacifique. Et la guerre froide, elle n'a pas été froide pour tout le monde, il y a eu des intensifications et des guerres chaudes. L'exemple du conflit du Vietnam, on ne raconte pas tout, mais en se fondant sur des exemples précis, on a la possibilité d'incarner l'histoire. Et ça, moi, j'y suis très sensible. Je crois que les élèves, il faut leur raconter l'histoire. Jean-Claude de Moineau et puis Christophe Bouton ensuite. Oui, non, mais j'entends le fait que vous avez toujours essayé de maintenir cette dimension cette possibilité de raconter tout en essayant d'intégrer des trouées vers des questions ou des... Mais je ne sais pas si c'est réalisé de façon satisfaisante. Je crois qu'effectivement, je me souviens d'un ami prof d'histoire qui, je crois, m'avait dit qu'il y avait les totalitarismes et il n'y avait pas le fascisme. Alors c'était difficile de parler des totalitarismes. Donc les totalitarismes, c'est une lecture. D'accord. Ils sont revenus, d'accord. Donc c'est évidemment des choix aussi narratifs. C'est-à-dire si vous racontez l'histoire du XXe siècle comme l'histoire des totalitarismes, bon, c'est une perspective que d'ailleurs à esprit, qui était largement. Mais c'est sûr que c'est un peu différent si vous abordez le nazisme immédiatement dans la confrontation avec le communisme ou si vous l'inscrivez dans une narration qui l'inscrit dans l'histoire des fascismes. Mais je pense finalement il y a aussi cette question, peut-être la controverse idéologique vient de ce que l'histoire a pu intégrer. Ricoeur avait une très bonne formule, je trouve, c'est les événements fondateurs en négatif. C'est-à-dire que l'histoire nationale ne peut plus être une histoire de l'autoglorification nationale. C'est aussi une histoire qui intègre les failles de notre histoire nationale. C'est aussi l'histoire qui donc intègre l'esclavage, qui peut intégrer bien sûr la guerre d'Algérie, etc. Je veux expliquer que la République a été, a été en particulier colonisatrice. Voilà, c'est ça. Donc l'histoire doit en même temps, et c'est une autre grande difficulté, je pense, elle ne doit pas... c'est le débat sur la repentance, elle doit pas être sans cesse être une histoire des fautes, des crimes, etc. Elle doit aussi donner peut-être à apprécier l'histoire de la France, qui a des grandes réalisations, etc. Mais elle est aussi en tension avec cette auto-révision, là aussi, de la discipline historique, qui est beaucoup moins glorificatrice et autoglorificatrice de la nation, et beaucoup plus critique, peut-être même surcritique sur certains points. Et donc, je pense que c'est une autre difficulté de l'enseignement de l'histoire, c'est de concilier, mais qui n'est pas seulement, je pense, française, qui fait que l'identité européenne, entre guillemets, est aussi aujourd'hui une identité qui se constitue dans son rapport à ces événements négatifs. Évidemment, Auschwitz étant le paradigme, mais pas seulement Auschwitz. Christophe. Oui, alors je ne vais pas entrer dans ces débats complexes sur les programmes d'histoire, effectivement, qui ont des enjeux pédagogiques importants. J'y reviendrai peut-être, mais je voudrais prendre comme point de départ la distinction entre mémoire et histoire, et dire que, effectivement, les arguments de Pierre Nora sont tout à fait convaincants. Le danger que évoque Ricoeur d'ailleurs, c'est une mémoire qui court-circuiterait le travail des historiens.
C'est ça le point. Mais je crois qu'on peut nuancer un peu la querelle mémoire-histoire, comme on fait d'ailleurs beaucoup d'historiens, en rappelant que cette notion de devoir de mémoire bien comprise, c'est d'abord un devoir d'histoire. Je crois que c'est vous qui avez cette expression très juste. Et j'ai trouvé aussi chez un autre historien, François Védarida, qui est d'ailleurs, je crois, le fondateur de l'Institut du temps présent, qui disait que le devoir d'histoire, de mémoire, pour un siècle, il y a eu autant de génocides, c'était un devoir de connaissance, qui était lui-même un devoir de vérité, et qui renvoyait à l'idée de fabriquer ou d'élaborer une mémoire solide et vraie. Donc à partir de là, donc pour moi, il n'y a pas d'opposition entre mémoire et histoire, si on le comprend ainsi, même s'il est vrai que le travail de l'historien, parfois, va être en deçà des attentes de la mémoire, faire rectifier, corriger, voire invalider certaines formes de mémoire. Mais je pense que moi j'essaye de sauver cette notion de devoir de mémoire, mais toujours avec l'idée que si il y a une obligation de se souvenir, c'est sur la base des travaux des historiens, et certainement pas en les court-circuitant. Ça, c'était la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, c'est cette idée du problème qui nous sort un peu peut-être des programmes de terminale, d'histoire, de collège et lycée, c'est cette question de l'inflation des commémorations. Le fait, c'est un thème que Pierre Nora a bien pointé aussi, le fait qu'il y ait de plus en plus de commémorations nationales, des commémorations aussi locales, et donc avec des objections possibles. Alors j'essaie de voir les arguments. Qu'est-ce qu'on reproche à toutes ces commémorations? Il y a un argument qui est que l'inflation des commémorations est contre-productive. On pourrait dire que trop de mémoire tue la mémoire. Ça peut créer de l'indifférence, le fait qu'on se désintéresse du passé parce qu'il y a une sorte d'excès ou de sollicitation en ce sens. Et puis, l'autre argument aussi, c'est peut-être effectivement un risque d'instrumentalisation de la mémoire, le fait qu'on va utiliser des commémorations pour pointer tel ou tel domaine du passé, quitte à en occulter d'autres. Et enfin, là, on n'est plus dans les commémorations, mais on est toujours un peu limite du devoir de mémoire. Le problème des lois mémorielles aussi en arrière-fond est intervenu dans cette polémique. Mais pour moi, j'entends bien toutes ces critiques, mais il y a une autre notion que Pierre Nora a mise en avant, c'est l'accélération de l'histoire aussi, qui serait liée à toutes ces commémorations. Mais si on réfléchit, on peut voir que ces notions ne sont pas forcément aisément corrélables, dans la mesure où il y a toute une réflexion d'intellectuels et de philosophes sur le thème de l'accélération de l'histoire, l'accélération du temps, le thème de l'urgence aussi, qui aboutit à la conclusion qu'on vit dans le présent, on ne se préoccupe plus du passé. Et c'est aussi le thème de ce que François Hartog appelait le régime d'historicité actuel, serait le présentisme. Et pour moi, cette question de l'importance des commémorations est ambiguë, parce que soit on peut... D'ailleurs, je crois que François Hartog parle d'une faille dans le présentisme, qui serait une sorte d'intérêt pour le passé, qui se traduit par l'importance des commémorations, mais aussi par le développement de soucis du patrimoine, la création de mémoriaux, comme le mémorial de Caen, c'est dans les années, je crois que c'est 88, donc c'est dans cette période où on montée en puissance du présentisme, dit Hartog, et puis vous avez aussi l'importance des archives. Le fait que les archives explosent, il y a un très bel article dans les lieux de mémoire sur l'archive de Pomian, je crois, qui montre que ça explose. Et alors tout le problème, pour moi, c'est dans ce rapport au passé, qui concerne évidemment les historiens, est-ce qu'on a une extension du présentisme, c'est-à-dire une utilisation de l'histoire à des fins actuelles? C'est possible, avec notamment le fait qu'effectivement l'histoire contemporaine est montée en puissance. D'ailleurs, c'est le principe de l'histoire de la philosophie. Les thèses de philosophie maintenant s'inscrivent essentiellement sur des sujets très contemporains. Ou est-ce qu'on a au contraire une sortie du présentisme, c'est-à-dire dans une sorte de souci pour le passé, et à ce moment-là, on pourrait avoir une acception plus positive de ces commémorations,
qui serait le fait de ne pas se préoccuper uniquement du présent immédiat, mais de se préoccuper de cette histoire passée qui est la nôtre. Alors même si on reste dans le XXe siècle, le fait de réfléchir sur cette période nous emmène quand même assez loin de notre présent, 50 ans, 60 ans, un siècle en arrière, si on va jusqu'à la Première Guerre mondiale. Donc il y a ici une ambiguïté qui, à mon avis, mérite d'être interrogée. Et sinon, la dernière remarque que je voudrais faire, c'est à propos du problème de la mémoire identitaire. Effectivement, le fait que l'une des objections qui peut être faite au devoir de mémoire, c'est que la mémoire est instrumentalisée pour constituer des revendications, des affirmations identitaires. Ricoeur parle à ce propos de mémoire obligée au sens de mémoire abusivement commandée ou de mémoire manipulée même. Donc ici, il y a une ambiguïté où là le conflit avec l'histoire peut réapparaître. Mais je pense à un livre déjà un peu ancien de Alfred Prosser qui s'appelait Le crime et la mémoire, où il essayait de définir une mémoire juste comme une mémoire d'une communauté, parce qu'on appartient toujours plus ou moins à une communauté, qui serait le souvenir des crimes de sa communauté, que sa communauté a subi, mais qui serait aussi irréductiblement une mémoire des crimes des autres communautés. C'est-à-dire que lui, en tant que juif, avait le souci de la mémoire de la Shoah, mais aussi, par exemple, la mémoire du génocide des Arméniens. Donc, à partir de cette attitude, on peut essayer de construire une mémoire qui garde une dimension communautaire, mais qui ne s'y enferme pas. Et ça me semblait une piste intéressante pour essayer de définir ce que Ricoeur appelle une juste mémoire. C'est une mémoire qui soit ouverte aussi sur, au fond, les autres communautés et les autres pays aussi. D'ailleurs, la mémoire de la Shoah renvoie évidemment aussi à la France de Valide, etc., mais renvoie aussi à la communauté juive d'autres pays. L'idée de ne pas s'enfermer dans une seule communauté. Camara, vous vouliez réagir à ça? Oui, parce que les interventions des deux philosophes, j'ai vu après ces deux interventions d'historiens et cette petite discussion entre M. Wirth et moi sur le programme, m'amenait à élargir la conclusion, si vous voulez, ou à la déplacer. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un problème dans lequel on se débat, que les programmes cristallisent et qui va au-delà des programmes, c'est comment faire cette histoire devant les jeunes générations. Bon, c'est un problème terrible, insoluble d'une certaine façon, et une difficulté, disons, d'ordre pédagogique dans lequel on se débat. Mais derrière cette difficulté pédagogique, il y a un problème qui met en cause directement le rapport de l'histoire et de la mémoire, c'est de savoir quel type d'histoire on peut enseigner à ces jeunes générations, ce qu'elles en attendent et pourquoi la faire. Et pourquoi la faire? Parce que la question fondamentale, c'est pourquoi apprendre l'histoire? Et à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre de l'histoire, ou est-ce qu'il faut, à la limite, pas apprendre ce qui est tout à fait imaginable et ce que certains pays ont déjà appliqué? Les pays nordiques n'apprennent plus, la Grande-Bretagne n'apprend plus pratiquement l'histoire aux enfants. Et la Suède et la Norvège, les pays démocratiques du Nord, non plus, ils ont supprimé d'une certaine façon le programme d'histoire, pas d'une certaine façon, complètement le programme d'histoire. Donc, on est amené derrière toutes ces difficultés pédagogiques qui tiennent à ce qu'en France, ça paraît inimaginable, littéralement, d'éradiquer l'histoire de nos programmes et de notre type d'enseignement. On est amené, convoqué, obligé de se demander quel type d'histoire apprendre, pourquoi l'apprendre, et du coup on est renvoyé à la question de quel rapport au passé entretiennent ces jeunes générations. C'est un problème très difficile, passionnant et absolument nécessaire.
Alors, pour dire très 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 vite, moi ce qui me frappe, pour le peu que j'ai de rapports, et beaucoup moins que vous, avec les élèves, et avec cette les jeunes générations, pour autant qu'on peut généraliser. C'est un rapport très très différent de celui que nous avions. Et du même coup, le type d'histoire que nous avons appris, ou le mode d'histoire que nous avons appris, nous avons tendance quand même à y tenir et à penser qu'il faut le leur transmettre. Sur le mode de la nostalgie, un peu. Sur le mode de la nostalgie peut-être, ou sur le mode de l'autorité qu'on n'ose pas leur infliger non plus, puisqu'il ne faut pas leur infliger l'autorité. Alors, ce rapport est très différent parce que nous, pour dire très vite aussi, on avait effectivement un récit continu qu'on a cristallisé, caricaturé sous le nom de roman national, sur lequel on pouvait s'interroger, qu'est-ce que c'est que ce roman national, et qui consistait à établir des rapports de causalité qui nous amenaient à notre présent et renvoyer chacun de nous dans le présent à ce passé dans lequel il pouvait se projeter en ayant à la fois conscience de ce qui le rapprochait de ce passé et de ce qui l'en éloignait, les deux à la fois, et qui constituait une sorte d'insertion, pour tout dire, dans une histoire collective dont la nation représentait le premier des groupes. Et des groupements compte tenu de ce que l'humanité en faisait d'autres, que l'Europe en faisait d'autres, le monde en faisait d'autres, etc. Mais enfin, c'était la nation qui représentait le collectif fondamental au-delà de la famille. Et aujourd'hui, pour le peu que j'en sais, et je me tourne un peu vers chacun d'entre vous, parce qu'après tout, vous avez tous des enfants et des élèves, c'est un rapport complètement différent. Lié probablement à l'absence de guerre, à la montée de l'individualisme, aux nouvelles technologies, au fait que l'histoire s'enseigne autant dans les visites, dans les musées, dans le tourisme, dans la télévision, par les films, par les romans, etc., et que l'école n'est qu'un des éléments d'apprentissage de cette histoire, ce qui pose un énorme problème, comment cette école doit se situer par rapport à ce que les élèves absorbent par ailleurs, est-ce qu'il doit en prendre le contre-pied, est-ce qu'il doit l'épouser, mais ils ont un rapport dont on ne peut pas dire qu'ils soient privés d'histoire. Et en même temps, c'est un rapport qui nous paraît ahistorique, historique, sans chronologie. Napoléon, Alexandre le Grand et de Gaulle, même combat. Il y a une absence de sentiment de la différence de chronologie, de repères chronologiques, au sens large du mot, c'est-à-dire d'un fil continu d'histoire dans lequel il pourrait s'insérer eux-mêmes, qui paraît complètement rompu au profit d'un rapport très émotif, très moral et très immédiat et un peu psychologiquement individualiste. Napoléon, c'est un salaud parce qu'il a rétabli l'esclavage en Haïti. Louis XIV, n'en parlons pas, etc. C'est un rapport très négatif, la monarchie absolue, c'est pas, etc. Bref, c'est un rapport très différent, plutôt négatif, je pense, qui oblige à se dire, mais pourquoi on apprend l'histoire si c'est un rapport si le passé est une série de malheurs, de critiques, d'horreurs, de crimes, et s'il va nulle part, surtout s'il ne va nulle part, et qui n'a pas de sens, alors pourquoi l'apprendre? À la limite et implicitement, c'est ça. Et notre époque est à la fois, me semble-t-il, extraordinaire, l'époque des jeunes, je veux dire, à l'historique,
est super historique. C'est-à-dire qu'il y a partout est l'histoire. Les collections, les films, tous les films parlent d'histoire. Bref, l'histoire est partout et elle est nulle part à la fois. Et donc on a une espèce de rapport émotivo-ludique, jusque dans les jeux animés historiques, les séries, les Borgia, les Tudor, les machins, etc. Bref, un goût extraordinaire de la présence de l'histoire et d'absence de sentiment historique. C'est un mélange bizarre. Jean-Claude Monod, vous avez... Comment est-ce qu'on peut leur apprendre quelle histoire leur apprendre? Alors, Jean-Claude Monod, parce que vous avez évoqué cette question d'hétérogénéité, qui est une question extrêmement intéressante, comment faire rester hétérogène. La Troisième République avait, et on en a déjà parlé, tenté, et peut-être réussi à le faire pour 2 ou 3 générations. Donc la question que pose Camas, c'est celle-là, c'est-à-dire l'immédiateté du rapport à certains passés, un jugement moral porté sur certains personnages, mais en même temps un intérêt tout de même. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire qu'il y a tout de même un intérêt, c'est-à-dire que le passé n'existe pas, existe tout de même. Il existe sur un autre mode que sur celui qu'on avait l'habitude de le voir prendre auparavant. Oui, mais je pense que ça recoupe cette question, effectivement, de la mise en récit, en roman national, et évidemment, en même temps, il y a peut-être une nostalgie pour ce modèle, et c'est un modèle que les historiens, dans la bibliothèque des histoires, publiée par Pierre Nora, l'a mise en miettes aussi, quand même, dans les années 70-80. Le premier bouquin que j'ai publié s'appelait de Nathan Bachtel, La vision des vaincus, c'est une tentative de retrouver le vécu des Indiens. Et je rappellerai à tous les Arméniens, si j'ose dire, que j'étais le premier à publier sur la mémoire arménienne un livre que je vous conseille encore de lire dans les années 80, qui s'appelle Le Mont Ararat, de Michael Arlen, qui est un livre épatant d'un Américain dont le père avait complètement oublié qu'il était arménien et comment il reconvertissait son père à la retrouver à la mémoire arménienne. Donc, vous avez vous-même très largement donné voix à cette histoire des vaincus, à la polyphonie de l'histoire en tant que critique aussi du roman national, je pense. C'est-à-dire, et bon, d'autant que les Gaulois, ça, il y a eu tout ce travail d'histoire critique pour rendre impraticable quand même une forme de roman national. C'est pour ça que je m'interroge un peu en même temps sur votre souhait de réactiver le roman national à un moment où l'histoire elle-même, au fond, l'histoire comme discipline, a rendu très difficile la constitution même de ce récit national, et où, d'autre part, ça n'est pas seulement une question, c'est pas seulement les historiens et les profs d'histoire qui peuvent le faire, c'est aussi, il faut passer à l'échelon politique, il faut passer à l'échelon où la France est maintenant intégrée à l'Europe, à une histoire qui l'état-nation. On parle de plus en plus à l'histoire mondiale aujourd'hui. On passe à l'histoire globale, à l'histoire mondiale, et donc comment on articule ces niveaux de l'histoire nationale, l'histoire européenne, l'histoire globale, avec le souci aussi de décentrer un peu, de se dire, tiens, ça, qu'on tenait pour si important, peut-être que dans une histoire globale, ça devient quelque chose de relativement, même d'ailleurs vous l'avez fait vous aussi en un sens en disant, la traite des Noirs, la traite transatlantique, il faut la mettre en rapport avec l'esclavage interne à l'Afrique, donc ça implique de faire une histoire de l'Afrique, etc. Donc il y a quand même toujours ces focales qui font que la constitution du récit national devient un élément assez à constituer de manière assez instable entre des niveaux de narrativité, je dirais, extrêmement variés et où c'est vrai que c'est une très lourde tâche de demander à un prof d'histoire, finalement, c'est de raconter encore quelque chose. Alors vous dites, et où ça va? Et quand on voit même les commentaires, on peut poser la question à François Hollande aussi, où ça va? Bon, ça, c'est pas une question qui est seulement adressée aux profs d'histoire, qui est adressée aussi aux politiques. Comment le politique porte lui-même une main. Ne serait-ce qu'hier, lorsque le politique décide que le 11 novembre, avec un changement majoritaire, devient la journée de toutes les guerres, et on rend hommage aux soldats en Afghanistan, comme l'avait voulu dans le mois de février dernier Nicolas Sarkozy, et malgré le changement de majorité, et bien à nouveau la nouvelle majorité adhère à cette vision-là que le 11 novembre ne sera plus simplement la commémoration de la Première Guerre mondiale, mais la commémoration de toutes les guerres du XXe siècle d'une certaine façon. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs choses. Moi, je voulais parler de la commémoration. Je voulais parler de la commémoration de 14 qui est en train de se préparer et qui va être un événement très important. Mais
j'avais juste, mais très rapidement, parce que je sais que le temps nous est compté. On va donner la parole à la salle. Vous avez parlé, M. Vorat, de la chronologie, et vous avez tout à fait raison. Je voudrais simplement rappeler qu'au primaire, il y a des repères chronologiques indispensables que tout élève doit posséder. Il y a maintenant ce qu'on appelle le socle commun. Qu'au collège, ces repères, il y a une quarantaine de repères à apprendre, vérifier au brevet. Donc la chronologie n'est pas jetée, comme on le dit, à la poubelle, elle n'est pas jetée à la poubelle, et vous avez tout à fait raison. Le rapport émotif dont vous avez parlé, ce n'est pas les programmes. Le rapport émotif, c'est la télévision, c'est Stéphane Bern, Franck Ferrand et compagnie. Les programmes, j'ai pas du mal des absents. Non, mais c'est pas votre émission. Non, mais dis pas du mal des absents. Non, mais vous avez raison. Voilà, le rapport émotif, ce ne sont pas les c'est la programmes. télé. C'est les médias. Vous avez posé une question essentielle. À quoi peut servir l'enseignement d'histoire? Moi, je dirais, bon, ça peut paraître comme une réponse bateau, mais en France, la construction du citoyen ne peut pas s'envisager sans enseignement d'histoire. On ne peut pas l'envisager aujourd'hui, et ce que disait Pierre Laurent, c'est que ça pourrait s'envisager. Voilà, mais une culture historique, c'est ce qui permet de vivre ensemble dans une société comme la nôtre qui n'est plus ce qu'elle était à l'époque de la vis. Et moi, je serais tenté de dire, face à cette invasion de la mémoire que vous avez si bien décrite, la phrase de Ricoeur, l'histoire et l'enseignement de l'histoire, j'ajouterai, doit servir à réconcilier, ou peut servir à réconcilier les mémoires blessées et aveugles au malheur des autres. C'est quelque chose d'absolument essentiel. Et dans cette mesure-là aussi, comme vous l'avez dit, il faut aussi enseigner les traits sombres de l'histoire. Dans une république démocratie comme la nôtre, on doit être capable de regarder son passé en face et tous les aspects de son passé en face. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter Napoléon et Louis XIV à la poubelle comme étant des méchants, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans les programmes, parce que Louis XIV, c'est l'homme des masques de granit. Il y a la Convention 14, on pourra peut-être en dire un mot. Alors, Christophe Bouton, vous voulez réagir à... Oui, j'aime bien la formule de Pierre Laurent, l'histoire est partout et nulle part à la fois. Je le remarque à ce propos-là, à propos du rapport des générations actuelles à l'histoire et la place que l'Internet est extrêmement importante. Je pense que ça serait très dangereux de laisser Internet, même si moi je ne veux pas critiquer Internet, je suis un grand utilisateur, mais ce serait très dangereux de laisser Internet le rôle de l'enseignement de l'histoire. J'ai assisté à une conférence il y a quelque temps sur le type de vérité véhiculée par Internet. La personne avait fait une étude assez précise entrant la question du monstre du Loch Ness dans Google. Il a pris tous les sites des 2 premières pages de Google et il a examiné ce que disaient ces sites et donc à lire ces sites, il est évident que le monstre du Loch Ness existait. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui croient dur comme fer et qui passent leur temps à donner des arguments très très développés. Et donc, alors que ceux qui pensent que le monstre du Loch Ness existe pas, ne vont pas construire un site pour le démontrer. Ce serait intéressant de voir, pour les vérités historiques, si on rentre dans Google, qu'est-ce qui sort ? C'est une caricature, ce que vous venez de dire. Que tous les gens ici soient sur Internet et fassent des choses constructives, il n'y aura pas de problème. Non, mais... Vous prenez volontairement un exemple non, qui n'est pas significatif. Non, mais je pense pas. Je pense qu'en tant qu'enseignant, on peut tout à fait utiliser Internet, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que l'usage d'Internet soit médiatisé par un enseignant, par des historiens, donc qu'il y ait un enseignement d'histoire. Ce qui est en jeu dans la question de Nora, c'est qu'il y a des pays où il n'y a plus d'enseignement d'histoire. Donc loin de moi l'idée de refuser l'usage d'Internet en cours. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut une grille de lecture pour sélectionner ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qui va le fournir ça, sinon des historiens enseignants le métier ? Et c'est le point. Et là, juste la deuxième remarque que je voulais faire, pourquoi apprendre de l'histoire ? Bon, c'est une question assez vaste, mais il y a aussi l'idée toute simple qu'il y a des événements, notamment ces fameux crimes du XXe siècle, les génocides, etc., qu'il ne faut pas oublier. Et je me souviens d'un article du Monde janvier dernier qui indiquait qu'en Allemagne, 21% des jeunes entre 18 et 29 ans ne savent pas qu'Auschwitz était un camp d'extermination. Donc, et si on faisait des sondages en France, je ne sais pas quel chiffre on aurait. Donc l'idée, c'est quand même qu'il y a aussi un travail de l'oubli, du passage du temps, et que l'enseignement de l'histoire consiste aussi à en prendre le contre-pied. Oui, mais est-ce que les mémoires ne sont pas là justement pour pallier ce passage du temps ? C'est-à-dire que par exemple, ce qui s'est
s'est passé autour de 1914, puisque vous avez fait 1914, Laurent Wirth, c'est comment des arrière-petits-fils de combattants de 14 se sont emparés de cette question-là, alors que les historiens eux-mêmes pensaient que c'était une question totalement rangée au placard. C'est-à-dire que le dernier poilu allant mourir, eh bien, on pouvait tranquillement travailler entre historiens sans aucun témoin. Or, c'était la préface d'un livre célèbre de l'affaire des années 90.